de partager avec joie. Parlons de ça. Et bienvenue à tous, Caribou, Caribou. Bonsoir à tous, Caribou, Caribou, encore ce soir. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau une dame exceptionnelle qui est l'honorable Eugénie Chilanda Chibangu. Elle est ministre honoraire du genre et de l'économie et actuellement députée provinciale de la circonscription de la ville de Mbuji-Mayi au Congo RDC. Bonsoir, honorable. Bonsoir, la servante Seigneur, Maman Dada. Merci beaucoup, merci. C'est un honneur pour nous, pour moi, de vous recevoir sur ce plateau de cœur à cœur. Et merci d'accepter cette invitation. Merci beaucoup. Ce soir, nous parlerons de son parcours en tant que ministre honoraire du genre. Et encore une fois, merci, honorable, d'être là. Et nous allons commencer par vous poser une question. Combien de temps avez-vous travaillé comme ministre de genre? On sait que vous étiez ministre de genre et de l'économie, mais nous parlerons ce soir du genre. Et combien de temps vous avez été ministre du genre au gouvernement de la RDC Congo? Merci beaucoup pour la question, Maman Dada. J'ai eu à exercer cette fonction-là pendant plus ou moins 2 ans. Merci, pendant 2 ans. Et c'est très bien, merci beaucoup, honorable. Et pendant ce temps où vous avez travaillé comme ministre du genre, est-ce que vous pouvez nous dire, avec l'expérience que vous avez eue, quelle est la définition du genre dans le cadre de votre travail? Comment vous pouvez définir le genre? Merci pour la seconde question. Le genre comme tel, j'espère que nous tous, nous avons eu à être sur le banc de l'école. Oui. Nous savons ce que c'est le genre. Le genre, nous avons enseigné qu'il y a le féminin et le masculin. Tout à fait. C'est ça le genre. Mais il y a une mauvaise conception par rapport au genre. Les gens croient que le genre, c'est juste un ministère qui traite de la femme. C'est ainsi que moi je dis non à cette idéologie-là. Le genre traite et de l'homme et de la femme. Ce ministère-là, souvent, il n'est pas seul. Il est accompagné. C'est un ministère qu'on définit, ministère du genre, famille et enfants. C'est comme ça que ce ministère-là. Donc, c'est un ministère très complexe. C'est un ministère très complexe, disais-je. Pourquoi? Parce que d'autres ministères sont inclus dans le genre. Parce que le ministère de l'Industrie, par exemple, le ministre qui est là, il est homme, il est inclus dans le genre. Et oui. Ce ministre-là a sa femme, c'est une famille. Il est inclus dans le genre. Il a 2 enfants. Il est inclus. N'importe quel ministère. En tout cas, le genre est très complexe. Le genre est partout. Parce que nous parlons de l'homme et de la femme. Donc, le genre est partout. On parle de l'homme, de la femme, aussi des familles. Des familles et enfants. Est-ce qu'on peut dire que les enjeux sociaux certains enjeux sociaux ou communautaires peuvent entrer aussi dans la question du genre? Certainement. Dans la question du genre, nous voyons plus le social de famille. Dans la famille, il y a le papa, maman et l'enfant. Et les besoins. Les besoins fondamentaux des familles et les besoins psychosociaux et économiques des familles. Merci, c'est très intéressant. Est-ce que, honorable, vous pouvez nous parler du mandat ou des objectifs qui étaient visés en lien avec le travail ou le mandat que vous avez eu comme ministre du genre, de la famille et de l'enfant? Oui, dans ce ministère-là, comme je disais tantôt là, que c'est un ministère complexe, nous avons eu à toucher partout. Et de là, on a relevé certains défis qui devaient être
surmonter dans ce ministère-là, c'était en général les conditions sociales de la population. Ok. Améliorer les conditions sociales, ce qui n'allait pas par rapport aux femmes. Il fallait que les femmes émergent. Nous avons cherché à faire émerger les femmes par l'autonomisation, l'apprentissage de métiers, donc l'inclusion de la femme dans la société. Parce que jadis, elle a été négligée, même ses études, c'était tout un problème. Et maintenant, quand vous descendez chez nous, il y a les femmes qui ont compris vraiment que l'instruction est une chose plus meilleure. Tout à fait. Et oui. Pour les enfants, il y a eu des problèmes des enfants à un âge avancé qui n'avaient pas le temps d'aller au cours. Mais avec la gratuité de l'enseignement, en tout cas ce ministère par rapport à l'enfant, il y a eu quand même des conditions qui ont changé. Il y a eu des écoles, bien qu'il y ait eu des flotteurs dans les salles, il y a eu quand même les enfants, les filles qui ont regagné le banc scolaire. Les familles également, on a appris aux familles d'être autonomes. Économiquement, on a appris comment les femmes peuvent travailler et peuvent cultiver et rendre leur famille très à l'aise. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, honorable. Mais je poserai quand même une question aussi par rapport d'abord aux femmes. Quand on parle de l'émancipation de la femme en RDC Congo et qu'on permet dans le ministère, dans le cadre de votre travail, c'était pour permettre aux femmes, comme vous avez dit, de s'émanciper, d'apporter quand même quelque chose, de ne pas, si je comprends un peu, donc de ne pas seulement être, de savoir en fait qu'elles peuvent en tant que femmes faire quelque chose, apporter une plus-value en fait, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi dans leur famille. Dans leur famille, voire aussi la population en général. C'est comme je vous disais que nous avons appris aux femmes kassayennes d'être autonomes, dans le sens qu'elles ne peuvent pas rester bras croisés, parce qu'il y avait une très mauvaise politique dans notre province là, où chaque fois la main était toujours tendue. La main des femmes, la main des femmes était toujours tendue. Comme on a toujours dit, celui qui te donne te domine. Moi, chaque fois que j'avais à rencontrer les femmes, je leur parlais que il ne faut pas être dépendante. Tel que vous êtes là, vous êtes capable de vous autosuffire, suffire même vos foyers, les enfants aussi. Tu peux vendre même les légumes, de sorte que tu parviennes à subvenir aux besoins de la famille. Aujourd'hui, quand vous allez au Kasaï, vous trouverez que chaque femme a toujours l'assiette sur sa tête. En train de marchander. Il y a déjà des femmes qui occupent de postes de responsabilité dans le bureau, ce qui n'était pas là jadis. Mais avec l'ère actuelle, en tout cas, la femme est debout. L'émancipation est là, on ne peut pas dire à 100%, mais c'est en cours. Donc il y a encore du chemin à faire, mais il y a quand même une certaine avancée. Il y a une avancée, il y a une avancée par rapport à ce que nous vivions dans le temps. Maintenant, la femme a ouvert l'œil. Ah, ça c'est bien, c'est intéressant. Maintenant, la femme a ouvert l'œil, l'œil sur son potentiel, sur ce qu'elle est capable de faire pour s'épanouir d'abord individuellement et par la suite, si elle arrive à fonder un foyer, pour apporter quelque chose. Maman Dada, laissez-moi vous dire que les femmes telles qu'elles sont là, nous avons de potentiel terrible de plus que même les hommes. C'est la peur, un manque d'instruction, un manque de formation. Mais avec le temps qu'on a eu à faire dans ce ministère-là, nous avions organisé différentes formations avec les femmes et ils sont parvenus à découvrir ce qu'elles sont. Ce qu'elles sont. Moi, je leur disais d'abord que la femme, c'est une personne de très importante. Pourquoi? La première personne qui nous a valorisés, c'est Dieu. Il avait tout pouvoir de dire que cette terre s'ouvre et que le Sauveur vienne. Et une plante se coupe et que le Sauveur vienne. Il a dit non. Le Sauveur de l'humanité doit sortir de la femme. C'est ainsi que moi, chaque fois, je disais aux femmes que ne nous négligez pas. L'éternel Dieu, il est le premier qui nous a valorisés. À nous là, nous sommes porteurs de vue. Sont porteuses de vue. Tout ce que nous devons faire, nous devons faire pour dire que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et l'homme et la femme, nous tous, nous avons les mêmes potentiels. Ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire également. Et peut le faire mieux.
peut le faire mieux. Parce que avoir un cœur de femme, c'est pas quelque chose de facile. De facile. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas le cœur de femme. C'est vrai. Oui. Mais quand j'étais au genre, j'ai eu à travailler beaucoup avec les femmes. J'ai eu à travailler avec les femmes. Elles ont compris que ils sont vraiment capables de tout faire. La seule différence que nous avons avec l'homme, ce n'est que le sexe. Le reste, nous tous, nous sommes des créatures divines. C'est ainsi que je vous dis avec les 100 fois aux yeux que la femme kassaïenne, cette fois-ci, elle a déjà ouvert l'œil. Tu vas trouver une femme ministre, une femme directrice, une femme commissaire générale de la police, une femme qui a la tête de l'ANER. Ce qui ne se faisait pas dans le temps. Nous sommes en train d'aller, même pas à 100%, mais on va aller jusqu'à atteindre un niveau un peu élevé. L'émancipation et l'émergence de la femme. Ah, ça c'est très bien, c'est très 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 important et c'est très très intéressant d'entendre ça, l'émancipation et l'émergence de la femme. Vous avez parlé de la femme kassaïenne. On sait que le Congo est vaste, il y a plusieurs tribus. Est-ce que à d'autres niveaux, dans d'autres régions aussi, il y a quand même eu certaines avancées au niveau des femmes dans d'autres régions? Effectivement. Oui. Par exemple, à Lolaba, celle qui est au gouvernement, c'est une femme. Oui. C'est une autre région. Aujourd'hui, notre premier ministre, c'est une femme. Oui. Il y a deux avancées dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo par rapport à ce que nous voyons dans l'Assemblée nationale, il y a deux femmes, dans le gouvernement national également et dans des gouvernements provinciaux. Moi, je précise que je suis députée provinciale du Kasaï oriental. Il y a deux avancées par rapport à ce que nous vivions dans le temps. Dans le temps, tout à fait. Alors, selon ce que vous venez de dire, à part ce que vous avez dit, d'aider la femme, d'aider les familles et l'enfant, au niveau des familles, est-ce qu'il y avait des programmes sociaux que vous avez mis sur pied ou peut-être que vous avez trouvé, que vous avez amélioré pour aider les familles? Parce qu'on sait que du point de vue familial, il y a beaucoup de défis en République démocratique du Congo, notamment la précarité financière, économique dans les familles. Comment est-ce que au niveau familial votre travail a été fait? Bon, au niveau familial, avec le travail du genre, tu vois, chez nous, les études féminines étaient très négligées. Nous avons eu à échanger avec certaines familles pour leur faire voir l'importance de faire étudier une fille. Chez nous, là, il y a un slogan, toutes les filles à l'école. Même ceux qui ne partaient pas. Deux fois, les mamans envoyaient des enfants au champ, surtout les filles, ils viennent, ils préparent, ils ne leur donnent pas accès aux études. Ils ne leur donnent pas l'accès à l'instruction. Mais maintenant, là, tout a changé. Toutes les filles à l'école. En RDC. Mais vous voyez, je peux vous dire que en fait, ça rejoint aussi beaucoup l'émancipation de la femme en Occident, ou plutôt nous sommes ici en Amérique du Nord, au Québec. Ça rejoint beaucoup ça, parce qu'à un certain moment aussi, les femmes n'avaient pas ce droit ni de voter, ni à l'instruction. Les femmes étaient vraiment mises dans des rôles dits socio-sexuels. C'est-à-dire la femme était là pour faire des enfants à la maison et puis pour faire les tâches ménagères et voilà, était là pour l'homme et les enfants. Et même la famille de l'homme, au Québec dans le temps, la maison même appartenait à la famille du mari, au mari, à sa famille. Donc la femme n'avait pas des droits ou droit même à l'éducation. Et on a vu qu'avec le temps et surtout le mouvement féministe qui est venu, qui a poussé le fait que les femmes pouvaient aussi faire autre chose que juste ces rôles dans lesquels on les avait essentiellement casés. Et on voit vraiment que ça a changé. Ça a changé ici depuis assez longtemps, depuis plus de 60 ans. Les choses ont changé et évidemment, c'est allé jusqu'à dans d'autres droits, les droits à l'avortement. Il y avait d'autres droits qui sont arrivés avec ça. Donc, ils ont donné aux femmes le droit à leur corps. Alors là, évidemment, ça dépend des valeurs des gens. Si on est chrétienne, on n'est pas. Donc, est-ce qu'on va aller dans un sens ou dans l'autre?
évidemment. Mais oui, je dis que vraiment, le travail que vous avez fait auprès des familles, auprès des femmes est vraiment louable et que les avancées qu'il y a eu, comme vous venez de dire, vraiment vous êtes à féliciter pour ce que vous avez fait. Et maintenant, on parlera du troisième point important de votre travail aussi, qui est les enfants. Et on entend souvent parler des enfants sorciers, par exemple, ou qu'on chasse par les familles, ou des enfants dans la rue. On appelle les enfants de la rue. Ou les enfants de la rue. Donc, qu'est-ce que vous avez mis sur pied comme programme pour les enfants, pour que ces enfants-là puissent avoir quand même une vie assez décente, une vie puisse émerger aussi, comme les autres? Certainement. Les enfants de la rue n'existent pas. Tous ces enfants qu'on appelle les enfants de la rue, ils ont eu des mères qui ont donné naissance. Qu'est-ce qui s'est passé, Honora? C'est seulement un problème de négligence. Okay. La sorcellerie comme telle, ce n'est pas un motif pour lequel on peut rentrer l'enfant dans la rue. Mais ça se fait aussi. Mais nous avons eu à mettre sur pied une structure Cri de la femme congolaise pour s'occuper de ces enfants-là, les réintégrer dans des familles d'accueil. D'autres sont dans les orphelinats. Nous avons vraiment lutté par rapport à cela. Nous avions fait des conférences, des congrès avec les parents pour tous ces enfants vulnérables qui ont droit à la vie comme d'autres enfants. On leur donne protection, sécurité. Mais est-ce qu'il y a des lois établies assez strictes? Parce que, bon, je peux faire peut-être un petit comparatif par rapport au Québec où nous sommes, où il y a la direction de la protection de la jeunesse et de l'enfance, qui vraiment, on ne doit pas maltraiter les enfants, on doit subvenir à leurs besoins. Portant protection de l'enfant. Ok, mais est-ce que cette loi, elle est vraiment en exergue? Est-ce que c'est appliqué? Elle est appliquée, mais pas totalement. Pas totalement. Nous sommes en train de lutter pour que ça soit effectivement fait et réalisé. Parce que si les enfants sont maltraités, c'est quand même l'avenir. Ils sont quand même l'avenir de la société de demain. Nous allons passer, mais nos enfants vont être là, nos petits-enfants vont être là. Et donc, si on brime leur développement psychosocial, ça peut aussi brimer la société de demain. Certainement. Ces enfants-là, ce sont eux qui vont nous remplacer. Tout à fait. Nous avons vraiment intérêt, de leur aider à bien vivre et s'épanouir. Vous voyez, comme on a toujours dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est pour dire que si une femme est bien instruite, elle sera une bonne gérante. Elle va une bonne gestionnaire pour la vie des enfants. Donc nous avons vraiment intérêt de faire instruire les femmes, de le faire émerger, de leur permettre à tout faire, parce que ce sont elles qui sont à la base de l'éducation des enfants. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a aussi des programmes de sensibilisation? Parce que s'il y a des enfants dans la rue, comme vous m'avez dit, c'est qu'il y a des familles qui ont mis ces enfants-là dans la rue. Mais est-ce qu'il y a quand même des programmes de sensibilisation pour que les familles puissent comprendre que même si un enfant, par exemple, aurait un handicap, par exemple, on ne doit pas le mettre dans la rue. C'est notre enfant et c'est à nous de garder l'enfant. Mais en même temps, je poserai une sous-question. Parce que si le gouvernement met sur pied un tel programme de sensibilisation, mais est-ce que ça ne prendrait pas aussi un autre programme qui aiderait à soutenir ces familles-là? Parce qu'un enfant qui est handicapé, par exemple, ça demande comment la mère pourrait s'épanouir, faire un commerce, aller travailler. S'il y a un enfant qui a un handicap qui est léger ou lourd, qui l'empêche de se mouvementer, d'aller faire quelque chose, de s'émanciper plus. Est-ce qu'il y a quand même des programmes pour aider les familles ou c'est encore en réflexion? C'est en réflexion, maman. Nous avons pensé à ça. Parce que le pays est grand aussi. Le pays est grand. Nous souhaitons
avec notre structure, avec tout ce que nous avons fait comme demande de projet, que ça soit vraiment accepté. Parce qu'il doit y avoir de formation pour cela. Même les familles d'accueil là doivent être formées. Les familles d'accueil, pour ne pas maltraiter les enfants. Certainement, ils doivent être formés. Parce que c'est un travail qui demande d'abord l'amour. Oui, beaucoup d'amour. Oui. Ces familles-là doivent être bénévoles. On ne doit pas vraiment les prendre comme ça par plaisir. Ils doivent accepter bénévolement. Et nous devons les instruire par rapport à l'amour. Puisque ces enfants-là ne doivent pas se sentir isolés par rapport aux autres qu'ils vont trouver dans ces familles-là. Tout à fait. Donc, c'est quelque chose qui demande en finance. Parce que ça devient une famille recomposée en quelque sorte, où il y a déjà une famille, puis on vient ajouter les enfants qui sont complètement étrangers aux autres. Quand on vient ajouter comme ça, il doit y avoir un problème de financement. Tout à fait. Qui va apparaître. Parce que le budget de cette famille-là va changer. Et puis ça va aussi stimuler à cette famille-là de bien gérer ses enfants. Donc c'est un problème que nous vous demandons aussi en tant que frères. Pensez à cela pour le Congo. Ah, oui. On va vraiment, c'est des sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur, même ici sur le plateau de Cœur à Cœur. La famille est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et les enfants, les femmes, oui. Je vis ici les hospices de vieillards. Oui. Ah, en tout cas. Oui, ça doit faire partie du genre aussi, je pense. Effectivement. Oui. Effectivement. Ici, c'est... Mais j'étais très contente pour cette prise en charge-là. Mais si vous venez chez nous, vous allez pleurer. Il y a les personnes du 3e âge. Chaque vendredi, ils sont sur la rue en train de demander. Oh là là. Les autres tombent. Donc, de vieillards qui sont en train de demander. Ils peuvent rester sous le soleil toute la journée. Mais ça prendrait de structures pour les mettre dans des homes de vieillards où on va s'en occuper. Et parce qu'on sait aussi que le vieillissement, on en a déjà parlé sur ce plateau, il y a le vieillissement normal, mais il y a aussi le vieillissement pathologique ou maladif. Et parfois, encadrer, soigner s'ils sont malades et surtout ne pas les démoniser. Je veux juste faire une petite sensibilisation. On profite de la présence de l'honorable sur notre plateau. On va faire une petite sensibilisation aussi pour les vieillards, comme vous dites, que vraiment c'est important d'en prendre soin. Et ça se peut qu'une personne qui est vieillissante et qui est malade perde un peu la mémoire et c'est normal, c'est pas de la sorcellerie. Pas de la sorcellerie. Honorable, c'est pas de la sorcellerie. C'est normal, c'est l'âge. C'est quelqu'un supporté. Plus il grandit, plus la réflexion se diminue. La réflexion diminue. Donc, la mémoire des choses récentes et nouvelles peut être altérée. Et donc, la personne peut se rappeler juste des choses anciennes. Et ça fait partie du vieillissement qui est pathologique. Honorable, juste une autre question. Y a-t-il encore de l'espoir aujourd'hui pour les familles, les femmes, les enfants au Congo? Est-ce qu'on peut parler encore d'espoir aujourd'hui? Parce qu'on sait quand même que c'est pas toujours évident. Le Congo regorge quand même de plus de 100 millions d'habitants et avec tous les défis que ça comporte. Mais est-ce qu'on peut parler encore d'espoir aujourd'hui? Est-ce que une famille du Congo, une femme au Congo, un enfant au Congo peut encore espérer à une vie meilleure, à un lendemain meilleur? Ok. Ceux qui peuvent désespérer, c'est seulement les morts. La parole de Dieu dit que tous ceux qui vivent espèrent. Amen. Il y a de l'espoir parce qu'on est en vie. On pouvait changer notre souffrance d'hier. Ça peut venir notre jour d'aujourd'hui. Comme on est en vie, Dieu nous a donné cette force-là, le pouvoir-là de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie. Et avec l'implication du gouvernement et nous-mêmes en tant que parlementaires, voire aussi les familles même, ils doivent aussi s'impliquer pour un changement meilleur. Est-ce que vous avez un dernier mot, une conclusion, un mot d'encouragement ou un message que vous pouvez donner aux familles, aux femmes, aux enfants, particulièrement au Congo et pourquoi pas dans le monde, parce que c'est pas parce qu'on est en Occident qu'il n'y a pas les mêmes problèmes. Il y en a peut-être beaucoup moins parce qu'il y a des structures pour encadrer les choses. Mais quel est le message
un dernier message que vous pouvez donner, honorable, d'espoir aux familles, aux femmes et aux enfants qui vont sûrement nous écouter. Merci beaucoup. Et aux familles, aux enfants qui nous écoutent en ce moment, je leur dis qu'il y a encore de l'espoir pour y vivre une bonne vie. En tant que famille, je demande aux parents d'être responsables et conséquents pour l'éducation de leurs enfants parce que leur meilleur avenir en dépend. Aux enfants, obéissez à vos parents pour que vous viviez leur temps sur terre et que vous soyez bénis. Merci. Alors, nous finissons notre émission par là et nous remercions encore l'honorable Eugénie Chilanda Chibangu. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il vous fasse prospérer dans tout ce que vous faites. Et votre séjour au Canada, qu'il soit vraiment béni. Et nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci. Je profite aussi sur ce plateau de saluer de loin notre cher époux Jean-Claude Chibangu. Voilà. Un homme genré. Ah oui, hein? Un homme genré. Oh, parce qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas que leur femme travaille. Oui. Mais lui, et en plus, à des postes... Juste sa bénédiction. Juste la confiance. Amen. Je le salue. Amen. Amen. Là, nous saluons notre papa Jean-Claude Chibangu. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci, comme maman a dit, vous laissez maman travailler, vous lui faites confiance et vous la laissez s'épanouir dans ce qu'elle peut faire, dans ce qu'elle sait faire, dans ce que Dieu lui a donné comme potentiel. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, papa. Amen. Alors, nos chers auditeurs, nous vous disons merci. Merci de nous avoir suivis et restez coachés. Écoutez, abonnez-vous à cœur, partagez et on veut voir des likes. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Amen. Au revoir et à la prochaine.